Salut à vous, chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. 21e journée de championnat de Ligue 1 McDonald's. Saint-Etienne recevait les Bretons, les Rennais. Et résultat, défaite des Stéphanois sur leur propre terrain, 0-2. Voilà. Alors que notre département connaissait ce week-end un épisode neigeux, le vert de nos paysages a été recouvert d'un manteau blanc. Et ben, non loin d'ici, à Geoffroy-Guichard, ce week-end, les Verts ont été aussi recouverts par des Bretons supérieurs. Et voilà, et il y en a un, lui, pour s'y rendre, il a pris le chemin des rails pour rejoindre la capitale ligérienne. Et l'autre, il a des pneus clous, mais il s'en sert très très rarement puisqu'il circule jamais. J'ai donc les deux acolytes, Eric et Olivier. Salut à vous, tous les deux. Salut à toutes et à tous. Salut, que de poésie. Voilà. Alors, ça sent l'émission. Elle va être belle, cette émission. Oui, et elle va être belle parce qu'on va revenir sur cette défaite et avec un titre comme coup de tête. Effectivement, il va y en avoir certains, des coups de tête suite à cette désillusion de plus dans un match ô combien important. On reviendra donc dans l'ensemble de cette émission sur cette déconvenue. On passera des morceaux musicaux, évidemment. Il y aura une page alti-ligérienne. Il s'est passé quelques trucs quand même dans notre département ce week-end. L'agenda, les verres à moitié pleins, les verres à moitié vides. Et on terminera avec les coups de cœur et les coups de tête, évidemment. Mais pour l'instant, on va tout de suite démarrer par le match du week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Excuse-moi. Pour affronter le Stade Rennais, Eric Orneland a dû modifier son système défensif du fait de la suspension de Batou Binsika. Devant l'Arseneur, c'est Petro qui a pris place en charnière centrale aux côtés de Nadé en tant qu'axial droit, laissant le couloir gauche à Cornu, tandis que l'autre était occupé par Apia. Au milieu, le trident habituel Ekwa, Mouton, Bouchoirie. Et devant, Stassin avec de part et d'autre Davitashvili et Boakier. Après un début de rencontre plutôt rythmé, les visiteurs ouvrent le score sur leur première véritable occasion. Assignon dépose Cornu et adresse un centre fort au 6 mètres, repris victorieusement par Kalimundo. Coupable d'une grosse semelle sur Bouchoirie qui aurait pu lui valoir plus qu'un carton jaune, James reprend 10 minutes plus tard un ballon détourné sur corner des 2 points par l'Arseneur, mais manque de peu le cadre. Les Rennais poursuivent leur domination et se procurent 3 nouvelles situations par Altamari, dont la frappe frôle le petit filet. Kalimundo qui voit sa tentative freinée par Cornu, puis Blas, proche de trouver la lucarne, sur un centre appuyé à ras de terre d'Assignon, au contact duquel Stassin s'écroule dans la surface sans que l'arbitre n'accorde de pénalty. 1-0 donc pour le Stade Rennais à la pause, durant laquelle le coach stéphanois effectue un double changement. Mouton et Boakier cèdent leur place à Tardieu et Cardona, de retour dans son ancien jardin. Sauvé par son gardien sur une frappe sans contrôle d'Altamari, l'ASS cadre pour la première fois peu avant l'heure de jeu par Davitashvili. Après avoir buté sur Samba, le Géorgien prend une nouvelle fois sa chance et voit son tir échouer à quelques centimètres du poteau. L'Arseneur maintient une nouvelle fois les Verts en vie sur une tentative en déséquilibre de Cissé, mais dans la minute suivante, les Bretons enfoncent le clou par l'entrant Naguida, qui, couvert par Ekwa, prolonge dans les filets une frappe de Truffert, consécutive à un centre en retrait de Laïc B. Sous l'impulsion de leur coach Habib Bey, dont les débuts sont idylliques, ils s'imposent logiquement pour la première fois de la saison à l'extérieur et se donnent de l'air au classement, contrairement à leur adversaire, plus que jamais barragiste et à un point seulement désormais d'un retour en Ligue 2. Merci Eric. Effectivement, ce fut compliqué pour nos Stéphanois. Olivier, est-ce que au final, tu vois une défaite logique de la part de nos Verts ? Oui, il n'y a pas vraiment eu débat. Si on regarde, ne serait-ce que les X-Goals, ils sont à 3,5, on est à 0,2, mais bon, au-delà de ça, on a été surclassé par cette équipe rennaise. C'était le plus mauvais moment pour les prendre, juste depuis le début de saison, même l'année dernière, en fin d'année dernière, ils étaient prenables, et là j'ai l'impression... C'est leur meilleur match. Exactement, et puis il y a cette dynamique, un peu comme nous quand on a changé de coach, les 2-3 premiers matchs, c'est tout feu tout flamme, et c'est un peu le cas avec cet entraîneur qui connaît très bien la Ligue 1.
qui a préparé minutieusement cette rencontre, qui connaissait très bien, à entendre sa conférence de presse, je me la suis passé 2 fois, il connaissait très très bien le système de Saint-Étienne, des Verts, et donc ils ont préparé ça minutieusement, et si tu rajoutes à ça les erreurs d'arbitrage en notre défaveur, plus une certaine inefficacité peut-être aussi, et ben voilà, ça donne un match un peu à sens unique, surtout après ces 20 premières minutes où les Stéphanois ont imprimé ce fameux pressing. Ils ont fait très mal, ils ont réussi à nous faire très mal, donc après il a fallu que Saint-Étienne se méfie, et après passer ces 20 minutes, après c'est vrai que le match a été un peu plié. En deuxième mi-temps, il y a eu que des miettes, ils ont laissé que des miettes aux Stéphanois malgré l'entrée de Cardona. Même constat, Eric, logique pour toi aussi, ce 0 point. Hein. Ouais, tout à fait. C'est un match qui m'a un peu rappelé le match contre Lens au mois d'octobre dernier, qui s'est soldé d'ailleurs par une défaite et sur le même score de 0-2. Défaite logique, donc face à un adversaire qui nous a dominé, qui était supérieur dans tous les compartiments du jeu. On a eu tellement de déchets techniques qu'on ne peut pas espérer quoi que ce soit dans cette partie. On s'est quasiment procuré aucune occasion. J'ai dit tout à l'heure dans le résumé, première frappe cadrée, c'était au bout d'1 heure, rendez-vous compte. Il y a eu un éclair d'Avitashvili en 5 minutes, sinon il ne s'est absolument rien passé offensivement dans cette équipe stéphanoise. Ça manque de verticalité, ça manque d'allant, et puis l'arbitrage, on va en parler tout à l'heure, nous a été extrêmement défavorable. C'est sûr que si on joue 11 contre 10 au bout d'un quart d'heure, la donne est différente, donc ça change la physionomie de la partie. En tout cas, il ne fallait pas le rater ce match, on le savait. Hein. Il y avait possibilité en cas de victoire de rattraper Rennes au classement et même de les dépasser. Et c'est raté. Rennes, qui n'avait pas gagné le moindre match jusqu'à présent à domicile, a remporté la première victoire à Geoffroy Guichard. Ça confirme leur statut de bête noire. Ils ont souvent réussi à Geoffroy Guichard, n'a pas battu Rennes depuis 2012. Donc voilà, eux, ils ont réussi à zoner de l'air, contrairement à nous. On est de plus en plus mal au classement. Et puis on a un calendrier très difficile qui nous attend. Il va pas falloir rater les prochaines échéances. Ça fait 2 fois qu'on rate à domicile contre Nantes et contre Rennes. Donc il y a des matchs très importants qui arrivent. Il va falloir les aborder et prendre enfin dans de bonnes conditions. Et puis il va falloir enfin faire tourner le compteur point. Oui, t'en as dit beaucoup là. Moi je reviens, oui, ils ont été supérieurs, les Rennais, athlétiquement, stratégiquement, techniquement. Il y a pas photo entre leurs joueurs et nos joueurs. Après, c'est pas la même équipe rennaise qu'on a affrontée il y a 2 mois. Hein. On les avait affrontés au mois de novembre, où on avait pris 4 et on avait fini à 10. 5. Merci de me corriger. Effectivement, on a pris 5. Après, à 11 contre 11, on était à match nul, si je me souviens bien. Hein, il y avait un but partout. Et puis, il y a un pénalty qui n'avait pas été sifflé sur Cafaro. Et par contre, de l'autre côté, on prend un rouge sévère qui change la donne. Et là, cette fois-ci, il y a un fait de jeu. Il y a un rouge tout à fait évident qui n'est pas sorti de la part de l'arbitre central. La VAR, qui est un outil, bizarrement, ça n'aide pas les 4 qui sont dans le bus. Je sais pas ce qui mataient comme film ou autre chose, j'en sais rien. Ça change quand même la donne, parce que si au bout de 20 minutes on se trouve en supériorité numérique, tout était possible, même si on est bien d'accord que les Rennais ont montré quand même une supériorité à tout point de vue. L'arbitrage avait déjà été très défavorable au match aller, puisqu'on avait subi la double peine, avec un penalty plus l'expulsion de Cafaro. Et puis là, oui, on va pas se cacher derrière l'arbitrage, mais enfin, quand même, si on est joué 11 contre 10 au bout d'un quart d'heure, comme je dis, ça changeait quand même pas mal les choses. Donc là, c'est scandaleux, effectivement, que la VAR n'ait pas rappelé l'arbitre au bord de la touche. Dans ce cas-là, le carton jaune aurait été transformé en rouge. Après, on a vu là récemment qu'ils ont reconnu leur tort, mais c'est bien beau de dire ça après, a posteriori. C'est sur le moment qu'il faut prendre les bonnes décisions qui s'imposent. Et puis aussi, je trouve qu'on manque un petit peu de vice. Hein. De notre côté, si Bouchary reste au sol, comme le font pas mal d'adversaires, ça instille le doute dans l'esprit de l'arbitre. Oui. Donc nous, voilà, on est trop gentils, nous on sait pas faire. Il n'y a pas d'atbrouilleur sur le terrain, donc il n'y a personne qui va réclamer quoi que ce soit. Contrairement à certaines équipes, on va aller à Marseille. Les Marseillais, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. On l'a vu à Geoffroy Guichard récemment, ils sont tous rués sur l'arbitre et souvent ils obtiennent ce qu'ils veulent. Exactement. Là, il y avait vraiment une faute sur Bouchary. Il y a un tacle méchant par derrière, ça lui arrache la chaussure d'ailleurs. Et puis il se relève au bout de quelques secondes, c'est notre Marocain. Et puis comme si de rien n'était, le match se poursuit alors qu'il y a une énorme erreur d'arbitrage en notre défaveur. C'est pas la première fois depuis le début de saison.
Oui, et puis on ne dit absolument rien, tout va bien, tout est normal. Ouais, t'as tout dit. Je voulais souligner aussi le manque de vie, de Bouchoirie, mais c'est un jeune joueur et c'est vrai qu'il manque un ou deux vieux briscards, type Briançon, qui vient dire à Bouchoirie reste au sol, dire à l'arbitre vous avez vu cette faute monsieur l'arbitre. Bref, c'est pas du foot, mais ça fait partie du truc. Et tu as raison de parler de Marseille. Alors le coach, si. Oui bien sûr, oui, mais le coach il prend peut-être moins. Oui, mais bon. C'est moins influent, mais tu as raison de parler de Marseille parce que ce week-end, t'as 9 joueurs qui lèvent les bras, qui courent vers l'arbitre lors du match contre Angers, et en fait, il y a strictement rien, il y a pas main, et donc. Et pourtant, t'as la scène qui dure 2 minutes de plein de joueurs qui viennent courir sur l'arbitre et qui lui mettent la pression. Ouais, on est trop honnête. Bouchoirie est trop honnête. Et le souci, c'est que quand tu es honnête, tu te fais avoir, quoi. Et ça, c'est triste parce que au départ, c'est quand même un sport. Et le fait d'être honnête, tu te fais pénaliser. Moi, c'est la goutte de trop, je vous le dis, parce que là, c'est trop flagrant, la malhonnêteté de ceux qui nous arbitrent. Pour moi, c'est trop. Voilà. Là, j'ai dépassé ma limite. J'en parlerai peut-être dans les coups de tête à la fin, mais c'est too much la façon dont on est arbitré depuis le début de saison. Alors c'est sûr qu'on n'est pas bon, mais ça n'exclut pas tout ça. Deuxième question, est-ce que la prestation des Verts est inquiétante ? Oui, inquiétante parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, fallait pas rater ce match et puis on l'a raté. Donc là, au classement, écoute, c'est très problématique dans la mesure où maintenant l'écart se creuse avec Nantes qui est devant. Ils ont 3 points d'avance, ça fait même 4 avec la différence de but qui est de moins 26, rends-toi compte. C'est incroyable. Et non seulement l'écart se creuse devant, mais aussi il se resserre derrière. C'est-à-dire que Le Havre revient à 1 point et Montpellier à 3. Donc là, vraiment, dans la meilleure des situations, là, on va finir barragiste. Donc c'est quand même très problématique. On n'arrive pas à prendre des points. 10 dernières journées, 1 victoire seulement. Donc là, Olivier. Donc 1 victoire seulement lors des 10 dernières journées. Donc là, effectivement, c'est le match qu'il fallait pas rater. Puis on est passé au travers. Donc c'est très inquiétant contre la prestation des hommes d'Orneland. On pourra peut-être parler tout à l'heure de l'effort Orneland qui s'est estompé. Donc le soufflet est retombé malheureusement. On a vu une première embellie contre Reims, un match au Parc des Princes. Et puis là, on vient de prendre 2 points sur 12 seulement. Je trouve que tactiquement, il n'a pas réussi à répondre à ce qui a été proposé en face par Habib Beye. Olivier ? Oui, sur ce que tu viens de dire... Non, la prestation des Stéphanois est-elle inquiétante pour toi ? Non. Non, je pense pas que ce soit à ce niveau-là. Je l'ai dit, par rapport à la qualité de l'adversaire. C'est vrai qu'on monte de Ligue 2, il y a quelques équipes qui seront dures à affronter. Il y en a 5 ou 6 et je pense que Rennes en fait partie. Rennes avec cette formation, tu l'as dit, 80 millions de dépenses sur le mercato, et puis des joueurs du type Brice Samba. C'est marrant parce que tu parlais de Lens. On retrouve Seko Fofana, on retrouve Brice Samba dans les buts. Voilà, c'est cette équipe un petit peu impassable qu'on a face à nous à nouveau samedi soir. On n'aura heureusement pas des adversaires de ce niveau tous les samedis. On a parlé de l'arbitrage, mais je trouve que c'est pas inquiétant parce que au moins on a un coach qui, bien sûr, on peut considérer qu'il y a des limites, mais ce qu'on peut pas lui enlever, c'est que il est courageux, il y a un projet de jeu ambitieux dès le début de match. Bon, il tombe sur un os, c'est vrai, il a pas les joueurs pour faire ce qu'il voudrait, mais pour moi, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, si ce n'est la gestion des temps faibles et des temps forts. Parce que j'y reviendrai, Olivier. Là. Moi, je restais simplement sur le match inquiétant ou non. Donc, tu as répondu, je te remercie. Je vais reprendre la parole. Moi, j'ai trouvé ça inquiétant parce que quand on monopolise le ballon, on n'est jamais dangereux. On frappe très, très, très rarement au but pendant 90 minutes. Samba, je crois qu'il a touché 2 fois le ballon. Il y a une frappe de Zurico Davitashvili en première période qui est pas loin du poteau gauche de Samba, mais il n'y a pas de tir, quoi. Comment veux-tu faire la différence, marquer des pions si tu frappes pas au but ? Alors tu frappes pas au but, tu centres pas,
Donc, ils jouent à la balle à 10 quand ils ont le monopole du ballon. Et puis, les Bretons récupèrent le ballon et ils vont 2 fois plus vite que nous. Mais sur le futur, tu disais, est-ce que c'est inquiétant sur le futur? Non, je parlais simplement du match de samedi. D'accord. Juste le match de samedi. Oui, mais inquiétant, ça veut dire que tu te projettes sur la suite. Inquiétant, oui. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça inquiétant parce qu'on ne trouve pas des solutions tout simplement pour être dangereux. Je trouve qu'on a été beaucoup plus dangereux sur certains matchs en première partie. On a été dangereux la dernière fois, c'était contre Reims. On a été dangereux quelques minutes à Paris. Mais à Auxerre, je suis désolé, il n'y a rien. À Lille, il n'y a pas grand-chose. Il y a la première demi-heure. Mais sur 90 minutes, moi, ça m'inquiète de voir aussi peu d'occasions stéphanoises. Je vais pas dire que c'est rassurant, bien sûr. Si je peux reprendre ce que je disais, bien sûr que un match comme ça, c'est pas, on a en termes de terre cadrée, en termes d'occasion, c'est faible. Mais je répète, on va pas affronter à chaque fois le même adversaire. Et c'est vrai que les supporters qui revenaient pour une fois, il y avait les copes, donc ça la fout mal. Mais franchement, je pense que tu mets n'importe quel adversaire ce jour-là à Geoffroy Guichard, ça se passe peut-être différemment. C'est vraiment l'équipe à pas prendre en ce moment, Rennes. Et en plus, il y a aussi la façon de jouer. Donc c'est qui va nous ressembler un peu. En fait, c'est une équipe qui nous ressemble. Et c'est aussi une équipe qui joue je l'ai fait au tableau, c'est aussi surtout pour ça que je l'ai fait, qui joue à 5, enfin qui joue avec des pistons. Et c'est une des seules équipes qu'on a affrontées qui joue avec des pistons, avec Auxerre. Et je sais pas si vous vous rappelez, Auxerre, on a eu énormément de mal parce que justement, sur les côtés, les pistons, dès qu'ils arrivent à sortir d'un côté, c'est l'autre piston qui se projette et on a énormément de mal, surtout avec la faiblesse de nos latéraux. Et donc là, non seulement c'était l'équipe à pas prendre, mais en plus c'était le schéma qui peut nous enquiquiner le plus. Puisqu'on parle de inquiétant, la semaine prochaine, on n'aura pas une équipe qui joue le contre-pressing, on aura une équipe de possession, donc c'est pas pareil, et on aura une équipe qui joue à 4-3-3 comme nous. Donc pour moi, on n'est plus du tout dans le même schéma, et on risque de voir vraiment autre chose que lors des 2 matchs qu'on a affrontés Marseille. On verra, hein, je peux me tromper, mais dans une semaine, peut-être tu me diras, t'avais raison la semaine dernière. On va passer un premier titre. J'espère que tu le diras. Musical, le Rennais, regretté Rennais, Dominique Sonic avec le titre Tout est normal. Mes amis sont toujours là quand il faudrait qu'ils n'y soient pas. Pour peu qu'ils m'aiment autant qu'ils s'aiment, la zizanie et la déveine, la fin sera pourtant la même. Mon sourire leur dit je vous aime. Tout est normal, on a bien. Tout est normal, on a bien. Tout est normal. Tout est normal, Dominique Sonic, ouais, tout est normal. On succède, en fait, succession de défaites logiques ou illogiques. On se fait marcher dessus par nos adversaires. La Ligue nous enfonce. Les décisions arbitrales sont toujours contre. En fait, tout est normal. Plus rien à dire. C'est voilà pourquoi je passe ce titre que je trouve qui convient très bien à la situation stéphanoise. Retour donc à l'analyse de cette rencontre avec cette défaite 2-0. Moi j'ai une question dont Olivier a déjà répondu, mais Eric, tu vas me répondre. Le coaching d'Orneland sur le match contre Rennes est-il irréprochable ?
Non, parce que, écoute, moi, franchement, une fois l'effet surprise passé, je pense que les deux adversaires ont très bien compris comment jouer l'ASS. Donc, toujours le même système de jeu. On ne change pas, on ne s'adapte pas au système de l'adversaire. Donc là, à Rennes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait trois joueurs derrière. Ils ont mis deux pistons très offensifs. Et puis au milieu de terrain, ils ont mis 2 joueurs. Donc Cissé et James sur Bouchouari, donc qui était pris en étau, qui était mis sous les ténoirs. Alors bien sûr, après il y a le carton jaune qui aurait dû être rouge, donc ça aurait changé la physionomie du match. Mais voilà, on n'a pas trouvé la solution. Ils ont mis l'impact au milieu. Ils ont très bien compris, comme les autres adversaires, que le point faible venait des latéraux. Les 2 buts sont à nouveau venus des latéraux, que ce soit Apia ou Cornu. Et puis, c'est un système de jeu qui demande une certaine justesse technique. Ça demande beaucoup d'engagement. Oui, justesse technique, on n'a pas du tout. On l'a vu, il y a énormément de déchets durant cette partie, des passes hallucinantes en retrait de la part de plusieurs joueurs. Donc voilà, il n'a pas les joueurs pour faire ce système de jeu-là. Donc à ce niveau-là, non, moi je ne suis pas satisfait par ce qu'il a fait. Il a fait des changements à la mi-temps qui n'ont pas apporté grand-chose. Il n'a pas su répondre tactiquement au système mis en place par l'adversaire, qui a changé à 3 reprises de système, d'après ce qu'a expliqué Habib Bey. Donc lui, il a fait rentrer tout à fait comme l'attendait le public. Aidez-moi, Cardona, pardon. Donc Cardona à la place de Boaké est tout à fait mérité. Pareil Mouton qui est transparent en première mi-temps, il est moussé physiquement, il joue beaucoup en ce moment, donc il a été remplacé par Tardieu de manière à ce qu'il apporte un petit peu plus de liant, mais je trouvais qu'il n'a pas trouvé les solutions. Et puis donc par rapport à ça, je ne suis pas vraiment satisfait par le coaching d'Ordeland. Donc c'est le même problème qui se pose à l'époque de Odo. Donc c'est l'équipe est faible. Encore une fois, c'est pas forcément de la faute des joueurs, c'est les dirigeants qui n'ont pas fait ce qu'il fallait lors du mercato ni estival ni hivernal. On est bien d'accord que les dirigeants ont une grande part de responsabilité sur la situation actuelle. On y reviendra sûrement. Olivier avait déjà répondu tout à l'heure. Pour lui, il était irréprochable. Et moi, je vais l'écorcher, le Viking. Je te rejoins. Point de vue stratégie, j'étais super déçu. Comme tu l'as très bien dit avec les pistons. Et il y a plusieurs situations où, en fin de compte, on finit avec 2 défenseurs. Nadé, sans notre grand Nadé, on en prend 4 ou 5 ce week-end. Donc ça pose vraiment souci. Et il y a une première vague, une deuxième vague. Et rien n'est corrigé. C'est toujours pareil. C'est effectivement sur les côtés. Alors, les ailiers qui sont Davitashvili ne descendent jamais, n'aident jamais Cornu, parce qu'il y a beaucoup les médias qui tombent sur Cornu. Mais regardez la prestation de Davitashvili défensivement, c'est simplement honteux. Tout comme Cafaro ne défendait pas quand il était là. Voilà, ça passe pas. Au milieu de terrain, il y avait qu'un Bouchouari qui était au-dessus du lot comme à son avantage. Ils ont cumulé des passes qui ne servent absolument à rien. Tu ne progresses pas, tu ne mets jamais en danger. Il n'y a pas de décalage. Il n'y a pas de décalage. Pourtant, cette défense rennaise, je pense qu'elle était plus friable. Pour moi, en tout cas, le match précédent, il y a 2 mois, moi, je la sentais friable. Là, elle était peut-être un peu plus solide, mais il y avait des choses à faire. Alors oui, c'est sûr qu'on n'a pas les joueurs pour, mais aussi dans les choix, le 11 qu'il aligne et les remplaçants. Moi, j'ai trouvé ça scandaleux de sa part de faire rentrer Nguessan qui a simplement 16 ans, et il y a Sissoko qui a écopé 5 matchs et il rentre pas. C'est purement scandaleux ce qu'il fait à ce moment-là. Il le fait rentrer à 0-2. Il le fait rentrer à 0-2 et c'est simplement scandaleux. Donc là, le Viking, j'ai vraiment pas apprécié sa prestation. Et je le rajoute tout à l'heure, sur la faute qui est faite sur Bouchouari, c'est à lui de gueuler. C'est à lui. Les autres, ils le font. Alors, faut qu'ils se mettent à la Ligue 1 et voilà. Donc moi je suis très très déçu de la part d'Orneland et le fait ça fait plusieurs matchs qu'en fin de compte on a la possession de balle, on fait absolument rien pour s'approcher du but adverse, on ne crée aucun danger, ça n'a aucun intérêt quoi, intérêt. Il n'y a pas de décalage, c'est un jeu stéréotypé. Voilà, on n'a pas les joueurs pour, on est bien d'accord. T'étais pas surpris parce que je te l'avais annoncé pour Sissoko, qui jouerait pas beaucoup. Oui, mais tu l'as. Et après sur l'arbitrage, je reviens à ça quand même, puisque tu dis il faut gueuler tout ça. Il faut pas oublier quand même que
aussi, ce que je dis souvent, c'est que on est arbitré en fonction, tu vois, on prête qu'aux riches, hein, c'est-à-dire les grosses équipes sont arbitrées d'une certaine manière et les plus petites équipes, surtout qui montent de Ligue 2, Il y a sont une arbitrées solution. d'une autre manière. Et je me suis rappelé l'année dernière, on avait au contraire, on était arbitré comme un gros et on a eu des pénaltys, on a eu des choses. Non, Si. non. L'année dernière, si. Les- Il y a eu plusieurs les situations émissions- où on a été avantagé par l'arbitrage parce que justement on était une équipe, on va dire, voilà, une grosse Non, équipe Olivier. du Non. championnat. Non, Olivier. Réécoute les émissions qu'on a faites l'année dernière, je J'ai te pas promets. besoin d'écouter les émissions, j'ai juste à regarder les matchs ou les résumés. Non, mais les émissions qu'on a faites l'année dernière, on a écorché, et moi le premier, les arbitres parce qu'ils n'avaient pas le niveau et qu'ils ne voyaient pas. Oui, on a bénéficié de pénaltys généreux l'année dernière. Oui, on a pris des pénaltys qui étaient généreux pour l'adversaire. Voilà, mais on n'a pas été aidé l'année dernière, point de vue arbitral. Non, ça c'est une bêtise. On peut peut-être dire un mot du système défensif. Tu parlais des choix d'Eric Corneland. Donc un système défensif plutôt déséquilibré, parce qu'on avait 3 gauchers quand même donc sur les 4 postes à l'arrière. Ceci dit, dicté par les circonstances, hein, il ne pouvait peut-être pas faire grand-chose. Moi, ça ne m'a pas surpris plus que ça de voir Petro dans l'axe, même s'il a joué axial droit. Parce que Bernauer, donc on vient de faire signer, on a appris qu'il était blessé. Donc on a acheté ce joueur-là de Zagreb, blessé déjà. Masson, qui était rentré à Lille à la place de Mouton, n'était pas dans le groupe non plus. Le club explique qu'il est pour l'instant convalescent, merci. Donc convalescent en espérant qu'il n'ait pas rechuté au niveau du genou. Donc là, le problème de mettre Petro dans l'axe, ça décale Cornu sur le couloir gauche. On connaît les limites de ce joueur. On l'a encore vu lors du premier but qu'on a encaissé, sachant qu'il y avait 2 centraux d'expérience sur le banc. Mais il y avait Briançon qui n'a pas joué depuis le dernier match l'an passé à QRM. Donc il a fait sa première apparition en fin de match. Il a entré à la place d'Apia. Et puis Abdelhamid qui est entré en catastrophe suite à l'expulsion de Batou Binsika à Lille. Le dernier match qu'il avait fait, c'était contre l'OM en coupe. Et donc on a vu l'entrée catastrophique qu'il a faite à Lille qui montre qu'il est à côté de la plaque, que ce soit physiquement ou même psychologiquement. Je pense donc qu'il a préféré assurer le coup. Pour lui, il était plus fiable de faire jouer Petro. Et il a fait plutôt son match, Petro, à côté de Nadé, qui a été le meilleur stéphanois samedi. Oui, je suis d'accord. En fin de compte, c'est ce qu'il aurait dû faire. Mais après, le problème, Vasco Communicant, ça fait jouer Cornu à gauche. Oui. C'est ça le problème. Si Masson avait été disponible. Oui, ouais. tu mets, mais ça me paraissait évident la semaine dernière, j'en ai parlé à l'antenne, lorsque Batou se fait expulser, tu remets Petro il était ménagé, voilà le terme que je cherchais tout à l'heure. dans l'axe. Qu'a dit le club, ménagé pour Masson. Ouais. Au final, de toute façon, on reste toujours impuissant, on marque 0 pion, on prend toujours des buts par contre, et on développe un jeu qui est maintenant stéréotypé, on est bien d'accord. Ce jeu est stéréotypé et dans ce système, le bloc adverse, il a le temps de se positionner et d'aller vers l'avant et de nous poser d'énormes soucis, quoi. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est ces différentes situations où, en fin de compte, les Rennais étaient en supériorité numérique chez nous, quoi. Et souvent. Et j'ai dit, sans Nadé, on en prend 4 ou 5, quoi. Donc, Et sans Arsenal. et quand tu as le ballon, ils arrivent pas. Il n'y a aucun décalage qui est fait. Et des fois, tu as des espaces, ils ne savent pas en profiter. La rentrée de Cardona, à un moment, dès son entrée, en fin de compte, il met cette balle en profondeur à Sassin. C'est le seul moment où il trouve un espace. Voilà. Alors, on va revenir sur les joueurs. Hein. Stassin, il n'en fait rien de ce ballon. Mais il y a quand même un souci dans le jeu stéphanois. Et alors, je rejoins Olivier, c'est sûr qu'on est tombé sur une sacrée équipe rennaise, hein, athlétiquement, techniquement, je l'ai dit tout à l'heure. Ils sont beaucoup plus de talent que nous. Mais moi, là, je me pose vraiment des soucis sur comment trouver la faille dans le bloc adverse pour les prochains matchs. C'est vrai qu'on analyse forcément chaque match en détail. Et donc on est un peu dans la culture du résultat, donc je trouve, je sais pas, à mon avis, bon voilà, peut-être on va parler du maintien, mais alors, je dis pas que je suis pas inquiet, mais je dis que heureusement on tombera pas contre des équipes tous les week-ends comme celle de Rennes, qui c'était vraiment l'équipe la moins prenable pour nous. C'est un schéma qui nous correspond pas, etc. Tu affronter Marseille, tu vas affronter Paris, tu vas affronter Lyon,
tu vas affronter quand même Brest. Il y a quand même des sacrés rendez-vous qui se préparent. Hein. On est à la 21e journée de championnat. Tu comprends qu'il... Il faut au moins 4 victoires. Hein. Oui. Alors, il y a je crois, le mois de mars, où il y a des équipes qui sont plus de... Il y a 4 matchs qui se suivent, là. On va jouer à Angers, on va au Havre, on va à Montpellier. Voilà, faut pas les rater, ces matchs-là. Donc voilà, mais là, il va falloir à chaque fois engranger 3 points. Mais pour engranger 3 points, il faut marquer des buts. Pour marquer des buts, il faut tenter. Et là, on ne tente pas, ça devient très, très compliqué pour la situation stéphanoise. Voilà, donc des résultats catastrophiques. J'avais marqué comme question, que faire avec cet effectif puisque le mercato est terminé? Que faire à part espérer le retour de certains joueurs, comme tu l'as dit tout à fait, Eric. Je pense à Benold. Oui, Benold, mais il y en a peut-être pour un moment quand même. Parce que ça va 14, il reste 13 matchs, c'est ça? Ouais, donc et peut-être les 5 derniers matchs, il sera là, mais bon, à mon avis, il faudrait réagir avant. Je trouve que, alors, la forme et sur la réaction des supporters à la fin, je trouve que ça peut créer un petit électrochoc. Alors autant la forme, je suis pas forcément, je cautionne pas tout. Autant par contre le fait de montrer non seulement aux propriétaires mais aux joueurs que jouer à Geoffroy Guichard ça se mérite quelque part et que je trouve que ça c'est bien. Alors après vous étiez au stade, vous allez me dire réellement comment ça s'est passé si t'es resté Eric à la fin. Moi ce qui m'a le plus surpris et c'est pour ça que je défends Horneland, c'est son il est en acier trempé ce gars parce que alors que c'était quand même chaud en Cop Sud et Cop Nord, hein. On a vu un Horneland mais d'une placide, hyper il s'est pas fait envahir par l'émotion, où tu vois il y avait plein d'entraîneurs qui auraient reculé Ouais. 10 mètres. Lui il est resté là, au contraire il a regardé droit dans les yeux. Je trouve que il a un sacré tempérament, ce Viking. Tu es en train d'en parler, moi je trouve ça très stupide de la part d'Horneland à la fin du match d'aller voir les deux copes. Tu peux très bien demander à tes joueurs qui saluent au niveau du rond central et qui se retournent pour les deux copes et puis tu rentres après la prestation. Allez les voir comme ça, on voit ça dans la banlieue, hein, à Lyon souvent, ce genre de choses, quand ça se passe pas bien. Je trouve ça pas approprié. Voilà, il est coach, il reste coach, tu vas pas voir les supporters et un tel. Et alors t'as les supporters, les Magic et les Green qui descendent, qui gueulent, qui sont pas contents. Sérieux, non, c'est plus le même foot que j'ai connu. Je suis dépité à tout point de vue dans toutes les situations et je commence à en avoir vraiment ras le chapeau de cette situation et les saisons se succèdent. C'est toujours la même rengaine à Saint-Étienne. Là, je suis fatigué. C'était une explication très musclée, là, les ultras qui exigent que les joueurs viennent au pied de leur cop. Pour leur adresser des doigts d'honneur, je vois pas trop l'intérêt comme ça s'est passé dans un des cop. Après, moi, les joueurs, franchement, bien sûr qu'ils sont sur le terrain, mais moi, c'est pas eux que j'en veux. Moi, les joueurs, moi, je suis convaincu qu'ils trichent pas, ils donnent le maxi, simplement c'est trop limité. Le niveau est trop juste. Mais c'est la faute à qui? La faute en incombe aux dirigeants. Hein. Les dirigeants, ils ont pas fait de mercato. J'étais pas la semaine dernière pour l'émission du spécial mercato que vous avez faite, mais bon, c'est inadmissible qu'on soit pas renforcé. Je parle bien de renfort, je parle pas de recrue. Moi, c'est différent. Donc, les renforts, c'est les joueurs qui apportent une plus-value à l'équipe. Donc, cet été, on a gardé la même équipe qui était en Ligue 2. On est monté miraculeusement l'an passé en Ligue 1. On garde la même équipe, elle n'est pas renforcée. On s'attendait à un mercato agressif, entre guillemets, pour sauver les meubles au mercato d'hiver, alors qu'on a les moyens financiers, contrairement à nos concurrents directs. Les dirigeants n'ont absolument rien fait. Donc maintenant, voilà, pour moi... En plus que ça, ils se sont affaiblis. On s'est affaibli avec le départ d'Amougou, on a mis 15 millions, on n'a même pas réinjecté dans le mercato, et puis on perd Cafaro. Pour moi, voilà, franchement, si tu as raison, on s'est affaibli en plus. Donc je trouve ça inadmissible. Donc après, c'est facile de le dire aux joueurs, mais bon, franchement, pour moi, c'est pas les fautifs, c'est les dirigeants. Et... Qu'est-ce qu'on aurait entendu si Cayasso et Romeyer étaient encore à la tête de l'équipe? Exactement. Moi, je l'avais employé la semaine dernière, c'est du foutage de gueule. Et on nous prend pour des buses, et moi, à un moment donné, c'est fini, quoi. Non, c'est fini. Ce qu'on peut souligner, c'est que de l'argent, ils en ont mis, mais ils l'ont mal utilisé, parce que on fait partie des 10 sur le mercato d'été. Hein. Oui, cet été, raison, Olivier. Cet été, on a mis 30 ou 40 millions. 23. Ouais, enfin bon.
j'ai pas le même chiffre que 23 toi. millions, mais En tout cas, on a mis de l'argent. On fait partie des 10 clubs de Ligue 1 à avoir mis le plus d'argent sur le mercato. Mais on a misé sur Davitashvili, on a peut-être trop dépensé. Stassin, peut-être qu'il en valait peut-être un peu moins. crois-tu? Non mais en plus c'est un des Stéphanois que j'ai préféré moi sur cette rencontre, Stassin. Et je suis pas loin de penser qu'il est pas loin de les valoir. Mais voilà, après à Saint-Etienne, quand les cops sont là, on est impatient. Et ça va coincer. C'est peut-être ce que Gazidis, il le sait parce qu'il a été au Milan AC, donc il sait très bien que à Milan, c'est pareil. Hein. Et moi, contrairement à ce que tu dis, et décidément, on n'est pas d'accord, Marco, ce soir. Je trouve que c'est courageux d'aller voir le public, et c'est à l'image de ce coach qui tout ce qu'il fait, c'est courageux. Faire un pressing haut, c'est courageux. Essayer d'avoir la possession, c'est courageux. Aller voir des décérébrés qui sont à 4 grammes à la fin du match, c'est courageux. Donc moi, je lui tire mon chapeau et j'espère que... Courageux, c'est bête. Non, mais quand ce que j'ai vu, c'est que il aurait pu prendre peur. Et face à ça, t'as un gars qui reste de marbre, qui prend la chose, et je pense que s'il faut refaire pareil dans 15 jours, il va refaire pareil. Les joueurs savent qu'ils devront rendre des comptes. Moi, je trouve pas ça stupide. Bon, verre à moitié vide, messieurs. Alors, verre à moitié vide, c'est facile de trouver des coupables, mais c'est vrai que Cornu, il a pris cher, hein. Il a pris cher face à Signon, c'était ça. Et puis de l'autre côté, un peu moins Appia, mais surtout Cornu. Et puis c'est vrai que Mouton, on l'a vu un petit peu moins impactant. Et ils avaient ciblé ces deux milieux de terrain, les Rennais, et ils ont étouffés dans l'œuf. Donc Mouton, il a subi tout ça. Voilà, Cornu et Mouton, je dirais. Voilà, même chose me concernant. Cornu, effectivement, qui est doublement fautif sur l'ouverture du score. Donc c'est lui qui relance la tête dans l'axe avant d'être déposé par Assignon. Et puis là, je trouve qu'il a laissé trop de lassitude à son vis-à-vis. Pas mal de pertes de balles. Une soirée très compliquée pour notre latéral. Mouton aussi est passé à côté de son match. Beaucoup de déchets, logiquement remplacé à la pause. Et puis aussi Boaquier, je trouvais qu'il a fait un match pauvre avec de nombreux ballons perdus et aucun duel gagné. Donc logiquement remplacé à la pause par Cardona. Ben moi, je vais prendre les attaquants. Davitashvili et Stassin, j'ai pas aimé. Davitashvili, qui est méconnaissable depuis son triplé face à Auxerre. Après, il y avait un certain Sissoko qui le servait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette rencontre, mais il y a eu énormément d'occasions, mais les deux se trouvaient bien. Et ce Davitashvili est trop perso. Alors effectivement, il a lui la technique pour faire la différence, mais il donne pas de ballon. Il y a un ballon à un moment donné qui ne donne pas à Cardona, alors Cardona il est tout seul. Quand je parlais d'espace, ben voilà, ça c'est une faute grave pour moi. Et puis quant à notre Belge Tassin, ben on voit qu'il a pas la carrure pour faire la différence. On dit que c'est un renard des surfaces. Ben oui, mais vu le jeu qu'on produit, on peut pas avoir besoin d'un avant-centre renard des surfaces, puisqu'on n'est pas dans la surface. Donc c'est compliqué. Et Stassin, en tant que pivot, il vaut absolument rien, quoi. Alors techniquement, il peut faire des fois un bon petit décalage, mais à la course, il fait pas la différence sur son stopper. Sur plein de situations, on voit qu'il est trop limité. Moi, je l'apprécie bien, ce jeune, mais... il est trop limité. Là, il y a eu l'absence de Sissoko. Il a eu 5-6 matchs pour se montrer. Résultat, il y a un but en renard des surfaces suite à un coup franc.
Voilà, il nous met le pion, mais c'est tout, quoi. Il y a pas grand-chose. Donc, sur cette rencontre face à Rennes, moi, j'ai pointé les deux, même si je vous rejoins, Mouton, le pauvre Cornu qui s'est fait dépasser. Mais bon, on est tellement habitués maintenant avec nos latéraux qui sont dépassés sur les ailes. Et puis, on le sait depuis le début. Donc, voilà, on commence à être habitués. Verre à moitié plein. Nadé, bien sûr. Donc le patron de la défense, solide comme un roc. Donc il a pris le dessus sur Altamari régulièrement. Pas mal d'interventions très bien senties de la part de notre défenseur central. Voilà, c'est un peu le seul joueur. Après, bon, l'Arseneur, comme d'habitude, a empêché que la note soit plus salée, même s'il est à l'origine de l'ouverture du score sur une mauvaise relance. Et puis à un moment donné, il boxe le ballon sur James qui reprend juste au-dessus. Voilà, ça aurait pu coûter un but, mais enfin bon, il a fait 2-3 arrêts, comme à chaque fois, qui ont empêché l'addition d'être plus lourde. Pas grand monde à repêcher. Et puis, vu que tu viens de l'égratigner, l'auditeur il doit se dire que il doit avoir du mal à s'y retrouver parce que moi je l'ai vu faire des jolies choses. Parle de Stassin, hein. Ouais, Stassin et qui fait qui revient, qui fait des remises et qui joue juste, qui joue dans le sens d'un football, non mais d'un football moderne, je veux dire, parce que c'est pour ça que Sissoko, tu vas pas le voir beaucoup avec Horneland parce que c'est le foot à papa, quoi, de viser un target man et d'essayer une déviation et voilà, donc oui, mais ça marchait. Bah non, la preuve, regarde, Brest ils viennent d'en prendre 4 contre Paris avec ce schéma de jeu, on vise à York, non, et en plus ils savent pas faire que ça, mais visez à York les gars. Et j'ai vu 2-3 matchs de Brest, c'est pas ça. Heureusement, ils savent faire autre chose. Mais de temps en temps, c'est un peu ce schéma-là. Mais à Saint-Etienne, non, Stassin, il fait des très belles choses. Et en plus, il faut quand même se rappeler il en a mis, il a fait des passes D, hein, contrairement à Sissoko. Oui, mais il faut qu'il nous mande des pions. Hein. Ah si, Sissoko a fait passe D justement sur le triplé de Davitashvili à Auxerre. Hein. Si, souviens-toi, bien sûr qu'il était dans les bons coups du but du Géorgien. Moi, mes verres à moitié plein, toujours les mêmes. Hein, c'est toujours le duo Nadé Bouchouari. C'est tellement évident et que je vais passer tout de suite à la page ligérienne qui est, je le trouve pas si elle est là. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Tout de suite, voici la page Haute-Loire. National 1, après avoir subi 2 reports, le Puy-Foot a enfin retrouvé son stade Massot en 2025 et il se serait bien passé de cette soirée cauchemardesque avec une défaite dans un derby tendu face à des Ligériens, Andrézieux-Boutéon. Déjà à l'aller, la rencontre avait été largement disputée et le match retour a été tout aussi tendu avec une expulsion de chaque côté. Les Ciels et Blancs n'ont pas eu le temps de prendre leur repère sur la pelouse, ils ont tout de suite été agressés par les Andrésiens, décidés à quitter la zone de relégation. Le défenseur lourdin arrivé cet hiver se retrouvait au centre de cette descente aux enfers. Dans le premier quart d'heure, il était averti pour une faute flagrante d'anti-jeu, puis il se retrouvait fautif sur l'ouverture du score de Koné avec un ballon perdu dans sa surface alors qu'il réclamait un coup de sifflet. Ça fait 1-0 à la 21e minute de jeu. Moins de 10 minutes plus tard, Lourdin se rendait coupable d'une nouvelle faute flagrante et aux abords de la surface et écopé d'un second avertissement synonyme de carton rouge. Menés et condamnés à évoluer à 10 durant 1 heure, les Poneaux se retrouvaient alors au pied du mur, mais au lieu de se résigner, ils ont tenté d'inverser la tendance. Cette réaction aurait pu amorcer un début de révolte, mais le Puy-Foot s'est encore sabordé au retour des vestiaires. Sur un ballon anodin à dégager, c'est Souelaya qui se trouait en envoyant le cuir dans ses propres filets pour un but contre son camp complètement gag à la 56e minute de jeu, donc 0-2. Malgré ce nouveau coup du sort, les Velaves ont tenté de garder espoir et ce derby était tout de suite frappé par un autre tournant autour de l'heure de jeu. En l'espace de quelques minutes, juste après son entrée, le Ligérien Garbi récoltait 2 avertissements et se faisait expulser à son tour. Le Puy-Foot s'imaginait alors vivre une fin de match folle pour limiter la casse et au moins décrocher le nul. Et c'est Adélaïde dans la foulée qui trouve la faille sur un ballon repris au second poteau. À la 74e minute de jeu, les Poneaux ont eu plusieurs munitions dans le dernier quart d'heure
pour égaliser, mais ils n'ont pas été suffisamment justes pour revenir dans le match. Pire que cela, ils ont concédé un troisième et dernier but en contre. C'est Arzalai dans le temps additionnel. Donc en subissant un troisième revers de suite, les Poneaux voient la première place s'éloigner. La saison est encore longue, mais il faudra vite mettre fin à cette spirale négative. National 2, c'est l'équipe d'Espali qui se déplaçait chez le leader Limonest. Ou Limonest. Donc ces Espavio vainqueurs de Mâcon il y a 2 semaines, et ils espéraient enchaîner sur la pelouse de Limonest un autre cadre du championnat, mais les protégés de Christian Perbet sont tombés sur plus fort et ont dû concéder après 75 minutes de bonne facture. En se découvrant, les Espavio se sont aussi exposés au contre d'une équipe de Limonest qu'ils savaient redoutable lors des phases de transition, et Jordan Etienne, le portier, aurait d'ailleurs pu concéder un premier but dès la 8e minute sur une sortie manquée loin de sa ligne de but. Heureusement, Zadila manquait sa reprise. Après un premier quart d'heure mouvementé, les joueurs de Lionel Vaillant sont peu à peu rentrés dans le rang. Ils ont accepté de monopoliser un peu moins le ballon sans pour autant subir. Grâce aux nombreux efforts fournis par ces joueurs, le FC Espali est rentré au vestiaire sur un score nul et vierge 0-0. Peu d'opportunités en début de second acte, hormis sur une tentative lointaine de Maxence Fournel à la 69e minute de jeu. Moins entreprenant, les visiteurs ont été surpris 5 minutes plus tard sur un long ballon d'une demi-volée. C'est Belarussi qui a crucifié Jordan Etienne à la 74e minute de jeu. Et en revanche, le portier Espavio a été bien inspiré pour remporter son duel 4 minutes plus tard et maintenir son équipe dans le match. Ils ont insisté pour égaliser ces Espavio dans les derniers instants, mais quelques situations dangereuses sur les coups de pied arrêtés. Ils n'ont pas trouvé la faille et ont dû s'incliner pour la première fois en championnat depuis début novembre. Voilà, toujours incapable d'enchaîner 2 succès de rang en National 3. Espali n'a donc pas réussi à se donner de l'air au classement. La course au maintien reste longue. Régional 1 et Régional 2, il n'y avait pas de rencontre. Il y avait juste la Coupe Laura Foot où certains matchs se déroulaient aujourd'hui. Donc, je n'ai pas les résultats. Il y en a qui auront lieu demain. Et il y avait un Chamalières-Brioude dont je n'ai pas le résultat. Donc, je m'en excuse, mais il n'y avait pas de championnat R1, R2. Voilà pour la page alti-ligérienne. On va passer à un deuxième morceau musical issu des Rennais. Et je l'avais déjà passé, je ne sais plus, mais j'aime beaucoup ce duo rennais qui s'intitule Papa Plat, et le titre c'est Je n'adhère plus, et je suis assez d'accord, c'est pour ça que je l'ai choisi. Je n'adhère plus du tout à la situation stéphanoise. La route est large, la route est vide, et cette pluie froide. Ça n'adhère plus, je n'adhère plus, je décroche, je m'accroche. Les champs défilent, les éoliennes, et cette pluie froide. Ça n'adhère plus, je n'adhère plus, je décroche. Papa Plat, les Rennais avec ce titre Je n'adhère plus. Et oui, pourquoi donc j'ai choisi ce titre Je n'adhère plus? Parce que j'adhère de moins en moins aux projets canadiens qui ont repris les Verts. J'ai parlé de foutage de gueule pour le mercato hivernal la semaine précédente. Qui est, on l'a dit tout à l'heure, scandaleux. Et si tu regardes depuis le début, le mercato estival, oui, effectivement, Olivier, ils ont dépensé plus de 20 millions, mais ils ont pris des peintres. Voilà, donc l'organigramme, il est ce qu'il est, mais ils ont fait des très très mauvais choix. Et résultat, c'est le supporter lambda comme moi qui en pâtit. Et je le prends mal. Moi, franchement, je le prends mal. Et on l'a souvent dit à cette antenne, ouais, faut arrêter avec nos deux Cayazo-Romeyer. Mais là, moi, au moins, ils nous prenaient pas de haut. Et je sais pas. Là, moi, je le prends mal, quoi. Tout simplement. Justement, on va enchaîner avec les coups de cœur et les coups de tête. Et on commence par les coups de... Ah oui, l'agenda. J'ai oublié l'agenda. Ouais, je suis complètement dépassé. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda.
samedi 17h, ce sera Marseille. À Marseille, au Vélodrome, avec une équipe qui roule, qui marche sur l'eau en ce moment, on va dire ça comme ça. Puisque après des débuts difficiles, même avec des Herbie, il y a eu une sorte d'électrochoc. Ils font des mises au vert, etc. Et ça a payé ses fruits, puisque ça a porté ses fruits, puisque depuis quelques matchs, ils roulent de victoire en victoire. Pour le coup, le mercato hivernal, eux, ils ont encore, je sais pas où ils trouvent l'argent d'ailleurs, mais ils ont beaucoup dépensé avec Bennacer du Milan AC par exemple, qui est un très bon joueur. Donc il y a donc des risques, surtout que si on se rappelle les 2 matchs coup sur coup contre Marseille. Heureusement, on va pas faire comme Dalloglio, c'est-à-dire de subir. Moi, s'il y a quelque chose à reprocher cette saison, c'est pas le match contre Rennes, c'est les 2 matchs contre Marseille. Je les ai vraiment en travers de la gorge parce que pour le coup, là, on n'a même pas été courageux, quoi. Là encore, on l'avait dit à l'époque. Oui. Non, mais c'est pour ça que je vous entends parler et vous hurlez au loup, vous criez au loup, alors qu'au moins il y a des intentions, je veux dire, et on va certainement que cette équipe, je peux me tromper, je touche du bois, mais certainement que cette équipe nous correspond beaucoup plus que Lille, tu vois, et voilà, ils nous surclassent, il y a des joueurs de classe internationale, je pense à Rabiot, etc. Mais on va plus pouvoir faire quelque chose contre une équipe électrique comme celle de Rennes, parce que eux ça ronronne. Marseille, vous vous rappelez, ils ont la balle. Là contre nous, ça va être un duel de possession et ça va être compliqué pour les Marseillais aussi de faire comme ils avaient fait. S'ils se prennent comme modèle le match, les 2 matchs qu'ils ont fait contre Marseille, ils risquent d'être surpris. Est-ce que Sissoko va jouer face à Ballardi ? Je sais pas, tu veux pas redire ce que j'ai dit. Moi j'ai rien contre lui, en plus je l'adorais en Ligue 2. Sissoko, non mais Ballardi, voilà, tu vois, lui il plonge. Il est malhonnête, mais il gagne. Oui, mais c'est un Argentin, donc il faut le savoir. Et puis nous aussi, on a eu parfois des joueurs comme ça, truqueurs, etc. Bon là on a une équipe jeune, mais en tout cas, ce qu'on peut pas. Moi, je suis toujours content de voir ces Verts aller faire un pressing. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. On est pressé par le temps, donc un seul coup de cœur pour les féminines qui sont qualifiées 3-0 en Coupe de France à Lille et intègrent donc le dernier carré. Elles affronteront en demi le Paris Saint-Germain, tandis que le Havre sera opposé à d'autres franciliennes, celle du Paris FC. Coup de cœur, j'ai bien aimé Nadé pour le match de samedi à Geoffroy Guichard, et j'ai un autre coup de cœur et qui va peut-être vous parler. Le club Adana Demirspor dans la Ligue, dans le championnat turc, ce week-end a décidé de quitter le terrain après un péno polémique. Je ne sais pas si vous avez vu le péno, et effectivement, il y a de quoi. Donc moi, j'en ai parlé dans l'émission, j'en parle depuis très longtemps. Quand à un moment donné, il y a foutage de gueule et qu'on ne peut plus être arbitré correctement, faut quitter le terrain. Eux, ils l'ont fait, ils ont eu le courage de le faire. Je ne connais pas les sanctions qu'ils vont avoir. Le public s'est déplacé, c'était au Galatasaray. Ils ont assisté simplement à 10 minutes de jeu. Donc voilà, ça, on passe quand même dans une étape suivante là, où l'équipe qui en a marre de se faire enfler, il dit voilà, c'est fini, vous jouez sans nous. Nous, on rentre à la maison. Je trouve ça très courageux et je l'ai longtemps souhaité pour Saint-Etienne. Il y a déjà plusieurs saisons et là, ils pourraient le refaire. Il n'y a aucun souci puisque c'est de journée en journée où on se fait enfler. Voilà pour les coups de cœur et on va tout de suite enchaîner avec les coups de tête rapidement. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. On l'a évoqué en long, en large et en travers. Donc coup de tête pour la contre-performance des Verts dans un match très important pour le maintien. Un non-match, comme on en avait dans un passé récent, qui prouve que quel que soit le coach, l'équipe est trop faible. La responsabilité, encore une fois, en incombe aux dirigeants. Et puis un coup de tête, bien sûr, pour l'arbitrage, bien trop souvent défavorable aux Verts. De mon côté, c'est la vidéo de Molina. J'ai oublié son prénom.
Romain Molina, voilà, c'est un journaliste un peu d'investigation qui a sorti pas mal de choses et il a fait une vidéo récente sur Saint-Etienne où il souligne. Alors, j'ai beau être optimiste, ça c'est plutôt négatif. Hein, c'est les luttes intestines qui sont toujours présentes. C'est-à-dire que pour lui, ils n'ont pas fait le ménage, Kilmer Sport, et il y a énormément encore de ce qui est handicapé. On a encore des problèmes qui datent. Non, mais attends, mais Caillasso Romeyer, ils ont énormément de problèmes et en fait on a encore les conséquences de ce qui se faisait et les problèmes qui ont été créés à cette époque-là. Ok, bon, j'ai pas le temps, moi, c'est déjà terminé. Je les garde pour la semaine prochaine. Je m'excuse je me suis trompé pour National 1, National 2. Et non, Le Puy, c'est National 2 et l'Espali, National 3. À la semaine prochaine et allez les Verts!